les compétences transversales, un levier pour votre carrière. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour discuter de ce sujet important. Pour commencer, on vous propose une petite activité interactive pour voir ce que vous avez en tête en arrivant dans cette présentation. Donc, je vous invite à vous connecter à la plateforme Wooclap. Vous avez dans le chat le lien pour vous enregistrer et le code de l'événement. Donc, je vais démarrer la première question. Vous avez toujours en haut le lien là, si vous n'avez pas encore connecté. Donc, quand vous pensez à l'intégration au travail d'une personne diplômée d'une maîtrise ou d'un doctorat en recherche, quel mot vous vient en tête? Donc, je vais laisser quelques instants, le temps que les gens se connectent. Périlleux, j'aime bien. Diplômé, adaptation, adaptabilité, hein, on n'est pas très loin ici. Spécialiste, rigueur, incertitude. Donc, on voit que notre nuage de mots bouge au fur et à mesure de vos réponses. Surqualification, hein, c'est une crainte qu'on peut avoir par moment. Productif, oui, certainement. Donc, on voit que le mot adaptation semble ressortir particulièrement ici. Pensée divergente, tout à fait. Donc, je vous laisse encore quelques instants. Universitaire, bien sûr. Incompréhension, parfois, oui, il peut y avoir de l'incompréhension avec les employeurs, tout à fait. Donc, difficile, on parle. Donc, on voit un mélange, on voit qualité aussi. Donc, on voit un mélange de termes plutôt positifs de toute la formation que des études en cycle supérieur en recherche nous apportent, mais aussi des mauvaises perceptions, des difficultés qu'on peut rencontrer lors de cette intégration-là. Merci beaucoup de vos réponses. On va passer à la deuxième question. Donc, l'intégration au marché de l'emploi en dehors de la recherche en milieu universitaire vous semble très plutôt difficile ou très difficile? Donc, je vous laisse encore quelques instants là, pour répondre à la question. On voit beaucoup de mouvements. Donc, si vous n'êtes pas encore connecté, ça vaut la peine de le faire. Il va rester une autre question par la suite. Donc, vous avez le temps de le faire. Donc, on voit plutôt facile, plutôt difficile, très difficile. Donc, on voit un niveau qui est variable d'inquiétude par rapport à cette intégration-là. Mais on voit quand même là, que si on additionne les côtés plutôt difficiles et très difficiles, on est quand même 63% des gens qui voient ça plutôt difficile ou très difficile. Donc, on va passer à notre dernière question. Donc, un mot auquel vous pensez lorsque vous entendez compétences professionnelles transversales. Donc, un mot qui vous vient en tête quand vous entendez ça. Donc, je vous laisse le temps d'y penser. J'aime bien. Ouf! Ça démarre bien notre nuage de mots. Autodidacte, oui, soft skills, hein, tout à fait. C'est un terme qui est souvent utilisé comme quelque chose là, d'équivalent, super pratique. Euh, oh, wow, ça bouge. Merci tout le monde de votre participation. Adaptation, des savoir-être, de la polyvalence. On donne quelques exemples. Je vois de la gestion de projet, du travail d'équipe. Néolibéralisme, donc hein, l'adaptation à l'emploi, ça peut nous faire peur que ce soit une marchandisation. Par contre, il faut aussi penser que comment on peut faire pour aller chercher notre plein potentiel, pour faire valoir toutes nos compétences disciplinaires, techniques dans le marché du travail. On parle de leadership, de se démarquer, d'une recherche d'information, syndrome de l'imposteur, hein, c'est quelque chose qui va revenir. Toujours apprendre, on va en reparler tout à l'heure, j'aime beaucoup ça. Adaptation, encore une fois, donc apte à apprendre.
Parfaitement, hein. On est des spécialistes de l'apprentissage au cycle supérieur, donc ça nous met beaucoup de choses en tête. Ben, merci énormément pour cette participation à notre petit questionnaire. Donc, je vais pouvoir poursuivre avec la présentation. Donc, ça nous met un peu la table là, pour ce qu'on va discuter ensemble pour le prochain 45 minutes. Donc, le plan de notre présentation ensemble, je vais vous parler brièvement de nos parcours. Donc, à moi, Ariane Boivin et ma collègue Sana Bankarache qui va vous parler plus tard dans la présentation. Ensuite, on va faire une brève mise en contexte. Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui, le développement professionnel, des compétences professionnelles transversales? C'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et comment on peut les développer? Donc, ma collègue Sana vous parlera de ce point très important. Donc, nos parcours. Vous voyez ici ma petite image. Quand on est au cycle supérieur, on est très spécialisé. Par exemple, ici, on voit un athlète professionnel qui se prépare à faire des courses en cyclisme et sa route est bien droite, bien tracée. Par contre, la réalité n'est pas toujours celle qu'on croyait et on va affronter différents types d'environnements et ce n'est pas toujours la route qu'on prévoyait. L'environnement va changer, va être différent, va demander de l'adaptation, hein, comme vous l'avez beaucoup mentionné. Et en fait, c'est de se rendre compte que même si on a développé une expertise de pointe en cyclisme, en fait, on a développé des compétences, dans ce cas-ci physiques, qui vont nous aider à s'adapter à différents environnements, même si c'est pas du vélo. Et en fait, nos parcours à nous, à Sana et moi, ben, ça reflète beaucoup ça. Par exemple, moi, j'ai fait un doctorat en psychologie, ensuite un post-doctorat en sciences biomédicales, donc deux domaines déjà qui sont très différents. Sana a des études supérieures en sciences de l'environnement. Donc, on est deux personnes qui viennent de disciplines vraiment différentes. Et pourtant, aujourd'hui, on travaille ensemble sur le développement des compétences professionnelles transversales au cycle supérieur. Qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Ben, ce sont ces compétences-là transversales qu'on a développées au travers de nos études, en parallèle de nos études et dans nos expériences professionnelles qui ont suivi par la suite. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas de recherche ni une ni l'autre, mais ces compétences-là de pointe nous servent tous les jours dans notre travail et nous aident à collaborer efficacement dans notre travail. Donc, c'est un peu de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui. Mise en contexte, donc le nombre de diplômés du doctorat au Canada augmente alors que les ouvertures de postes de la filière de permanence stagnent ou diminuent. Donc Statistique Canada nous disait qu'en 2002, on parlait d'environ 3700 personnes diplômées du doctorat au Canada. En 2017, on parlait de près de 8000. Donc, c'est une augmentation qui est très importante, qui est à un rythme plus élevé que l'augmentation de la population active au Canada et aussi plus élevé que par rapport au baccalauréat. Par contre, la proportion de gens titulaires d'un doctorat est moindre que plusieurs autres pays comparables. Donc, on se dit pas on en forme trop, on se dit comment mieux les intégrer un peu partout dans la société. Traditionnellement, les doctorantes et les doctorants aspirent à devenir professeurs d'université. Au Canada, par contre, cette trajectoire se révèle de moins en moins accessible puisque seulement 20% d'entre eux et elles pourront réaliser cet objectif. Le nombre de postes, lui, a stagné depuis environ 2009 et plutôt stable. Donc, on a une augmentation du bassin de personnes qui ont les capacités pour devenir professeurs d'université, mais il n'y a pas nécessairement plus de postes qui leur sont accessibles. Euh, il y a aussi, il faut le dire, traditionnellement, c'est ça la voie de sortie, mais il y a quand même la moitié des personnes qui débutent un doctorat sans avoir nécessairement l'aspiration de devenir professeur d'université. Et dans les faits, de toute façon, on voit que la majorité, ce n'est pas la voie, ce n'est pas la route qui va se dérouler devant eux ou elles, que ce soit par choix ou non. Aussi, le contexte, on parlait de mise en contexte dans lequel on est, il faut dire qu'il y a beaucoup de changements dans les milieux de travail. Premièrement, on parle d'une pénurie de main-d'œuvre, particulièrement dans certains secteurs, qui est nourrie par une population qui est vieillissante au Canada et une vague de départ à la retraite. Il y a aussi le contexte post-pandémique qui vient bouleverser les choses. On parle de l'implantation du télétravail, là. Selon Statistique Canada, en mai 2016, on parlait de 7% de la population canadienne qui travaillait la plupart du temps à domicile.
Cette proportion-là est passée à 21% en juillet 2023. Donc, on voit que c'est une augmentation importante et ça n'inclut pas les personnes qui le font de façon hybride, partielle. Donc, c'est un changement important dans les pratiques de travail qui est encore très récent. Ensuite, il y a l'arrivée des systèmes d'intelligence artificielle qui vient un peu bouleverser les marchés du travail et dont on est au tout début. Donc, il est difficile encore de prédire comment les choses évolueront dans les prochaines années. Finalement, la conjoncture économique, donc on parle d'une inflation importante qui a eu lieu dans les dernières années et aussi une instabilité mondiale tant sur le plan économique que sociopolitique qui font en sorte que les milieux de travail ne savent pas nécessairement comment elles vont naviguer, difficulté à prévoir l'avenir. Donc, si on fait un résumé, le développement professionnel au cycle supérieur, donc on a une augmentation importante des personnes diplômées au cycle supérieur. Ça augmente notre préoccupation quant à leur intégration sur le marché du travail. Et l'élément clé qui semble ressortir dans la littérature sur comment faciliter cette intégration-là, c'est le développement des compétences professionnelles transversales. Donc, le comité d'experts sur la transition des nouveaux titulaires de doctorat vers le marché du travail nous disait les diplômes du doctorat ne sont pas toujours, les diplômés, pardon, du doctorat ne sont pas toujours conscients des compétences et des habiletés qu'ils peuvent apporter à un futur employeur. Donc, les personnes qui ont un doctorat ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Donc, à croire, parce qu'on est tellement dans un milieu d'excellence que pour nous, être compétent ou compétente, c'est être dans le 0,5% mondial des meilleurs sur une compétence. Euh, Par contre, l'employeur, lui, recherche pas le 0,5% meilleur mondial sur la gestion d'équipe. Il veut juste quelqu'un qui va être apte à gérer l'équipe de travail dans le contexte de son entreprise. Donc, on a cette tendance-là, la barre est tellement haute au niveau de l'excellence que tout le reste nous apparaît. On parlait tout à l'heure là, dans les mots syndrome de l'imposteur, donc c'est fréquent au cycle supérieur de dire ben non, je suis pas dans le top 10 mondial, donc non, je suis pas bon ou pas bonne. Euh, Aussi, il peut y avoir un manque de concordance entre les capacités qui sont recherchées par les employeurs et celles acquises par ces diplômés durant leurs études. Donc, parfois, c'est qu'on ne connaît pas nos compétences, mais parfois aussi, c'est que c'est pas tout à fait ça que les employeurs vont rechercher. Selon l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, l'un des principaux défis pour les établissements est donc d'accompagner les étudiantes et étudiants dans cette prise de conscience de leurs compétences et ensuite dans le développement de leur capacité à les traduire en énoncés compréhensibles par les employeuses et employeurs et les services de ressources humaines. Donc, on n'utilise pas non plus, même quand on en a conscience, on n'utilise pas le même vocabulaire nécessairement pour en parler que l'employeur qui est devant nous. Donc, parfois, c'est juste un manque de compréhension. Puis je crois que c'était dans les mots tout à l'heure qui sont ressortis, un manque de compréhension entre les deux qui font que le fit, excusez-moi, l'anglicisme serait le bon, mais vu qu'on parle pas le même langage tout à fait, ben là, ça ne fonctionne pas, ça ne mène pas à ce que ça devrait mener. Donc, l'importance, encore une fois, du développement des compétences professionnelles transversales. C'est une nécessité qui a été maintes fois énoncée. Premièrement, à l'échelle internationale, l'OCDE nous en parle depuis 2012 de l'importance du développement de ce type de compétences et ça a été maintes fois réitéré tant aux États-Unis qu'en Europe. On voit de plus en plus d'universités en Asie qui se questionnent aussi à introduire davantage le développement des compétences professionnelles transversales. Donc, ça émerge au Japon, en Corée du Sud. Donc, on voit que c'est une préoccupation qui n'est pas locale, mais qui est vraiment à l'échelle mondiale. Au Canada et au Québec, il y a l'Association canadienne pardon, des études supérieures en collaboration avec le CRSH qui en faisait mention dans un rapport dès 2012. On voit que ça a été réitéré par la suite jusqu'en 2025 où la stratégie de formation en recherche des trois organismes subventionnaires fédéraux ont réitéré l'importance
du développement des compétences professionnelles transversales. Et à l'Université Laval même, l'Allier en faisait mention dans un rapport de 2019, ainsi que la Commission de la recherche de l'Université Laval. Donc, tout le monde s'entend pour dire, hey, c'est vraiment important de faire ça, c'est vraiment la voie qui va faciliter l'intégration au marché du travail. Le problème, c'est pas nécessairement les carrières vont bien aller, là. Donc, tout le monde peut se rassurer, là. À long terme, les carrières vont bien. Mais c'est vraiment le début qui est parfois difficile, puis qui a un temps d'adaptation qui est long. Puis quand on sort des cycles supérieurs, on n'a pas 21 ans, donc souvent on est dans la vingtaine avancée ou dans la trentaine, on a des enfants. On ne veut pas attendre 5 ans avant d'avoir un poste où on est à notre plein potentiel. Donc, l'objectif est vraiment de raccourcir ce délai-là. Bon, maintenant que je vous ai dit que c'est une stratégie qui est importante, c'est quoi exactement? De quoi on parle? Donc, on va décortiquer le terme. Premièrement, compétence. Donc, une compétence, selon Jacques Tardy, c'est un savoir-agir qui est complexe, qui s'appuie sur la mobilisation et la combinaison efficace d'un ensemble de ressources internes, donc qu'on possède en nous, mais aussi externes. Donc, on peut avoir les habiletés d'aller chercher les ressources en dehors de soi, et ce, dans une famille de situations. Donc, on va agir face à une situation qui est similaire, qui se décline en plusieurs situations, mais qui ont certaines caractéristiques communes. Professionnel maintenant. Vous voyez dans notre présentation, dans notre site, on disait compétences transversales pour raccourcir, mais le vrai terme, c'est compétences professionnelles transversales. Donc, professionnel, ça se décline en deux types. Les compétences disciplinaires, qui, elles, relèvent de votre domaine d'études propres, qui sont plus de nature technique ou académique, et les compétences non disciplinaires. Elles se définissent comme la capacité de la personne étudiante à se présenter professionnellement et à rapidement s'intégrer dans des environnements de travail complexes après l'obtention de son diplôme. Donc, nous, c'est de ce type-là qu'on vous parle, des compétences professionnelles non disciplinaires qui sont de nature transversale, donc qu'elles n'ont pas d'ancrage disciplinaire ou professionnel. Quand on parle du mot transversal, donc on parle de certaines caractéristiques. Premièrement, ce type de compétences-là sont transférables. Donc, elles sont valables dans plusieurs environnements. Ça allait avec ce que je vous disais hein, par rapport à mon parcours, celui de Sana. Donc, ben, j'ai étudié en psychologie à la base. Ensuite, je suis allée en sciences biomédicales. Ensuite, j'ai travaillé comme professeur au cégep. Maintenant, je suis conseillère pédagogique. J'ai fait de la coordination aussi du département, de la gestion. Donc, mes compétences sont transférables à des environnements qui sont multiples. Elles sont durables, donc indépendantes du changement technologique. Elles sont aussi complémentaires à nos compétences disciplinaires. Donc, elles vont renforcer et augmenter la portée de ces compétences-là. Parce que même si j'ai une compétence de pointe sur un sujet technique très, très précis, c'est quoi l'utilité si j'ai pas de compétences en communication, en gestion d'équipe, en gestion de projet? Je ne pourrai pas faire pleinement valoir ces compétences disciplinaires-là parce que je manque de compétences transversales. Elles sont aussi portables, donc elles sont indépendantes des moyens de production et elles vont se manifester dans l'action et en situation. On le dit, on parle de savoir agir qui est complexe face à une situation, on va pouvoir s'adapter grâce à ces compétences. Donc, quelques exemples. Donc, c'est une liste qui est non exhaustive de compétences professionnelles transversales, mais pour vous donner des idées, donc on parle de communication orale, écrite, de résolution de problèmes, d'esprit critique, de travail en équipe, de gestion du temps, d'apprentissage autonome. Hein, j'ai parlé tout à l'heure aussi de gestion de projet, de compétences financières. Donc, ce sont des choses qui peuvent en faire partie. À quoi ça sert? Ben, premièrement, ça renforce l'employabilité, hein. Ces compétences sont hautement recherchées par les employeurs, ce qui va faciliter l'intégration au marché du travail, mais aussi renforce les perspectives de carrière à plus long terme. Ça facilite l'adaptation, donc ces compétences, vu qu'elles ne dépendent pas d'un champ disciplinaire, comme je le mentionnais, ben, permettent de s'adapter à un nouvel environnement, à de nouvelles situations. Elle favorise l'interdisciplinarité aussi parce qu'elle facilite la communication, la collaboration des personnes ayant des expertises disciplinaires variées. Je vous parlais de mon travail là, avec ma collègue Sana.
Et ça stimule l'innovation. Donc, ça permet de combiner différentes perspectives afin de trouver des solutions qui sont originales à des problèmes complexes. Ce que ne sont pas les compétences professionnelles transversales, ce ne sont pas des traits de personnalité, ce ne sont pas des qualités personnelles. C'est pas quelque chose d'inné, hein? Moi, je suis bonne en communication, mais je suis pas bonne en compétences financières. On n'est pas né de cette façon-là. C'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est pas non plus du tout ou rien. Je n'ai pas la compétence, j'ai la compétence. Donc, on parle vraiment d'un continuum. Quand on parle de compétences professionnelles transversales, on est vraiment dans une logique d'un développement qui est tout au long de la vie. Ça avait été mentionné dans les mots au départ. Donc, on est vraiment l'idée, c'est un peu la formation continue. On parle, par exemple, de la communication. Ma fille à la garderie, elle avait des objectifs en communication orale à atteindre. Mon garçon, qui est au primaire, a aussi des objectifs qui sont différents en lien avec la communication orale. Pendant vos études au cycle supérieur, vous avez parfois à l'intérieur de vos programmes des exigences, par exemple un examen doctoral qui peut avoir une composante orale. Votre soutenance, par exemple, de thèse aussi en fait partie. Donc, vous avez des éléments. Mais après ça, ben, il y a aussi dans le marché du travail qui va avoir des attentes par rapport à votre communication orale qui va, donc c'est vraiment sur toute la vie. Quand on parle de développement des compétences transversales, on est vraiment du berceau à la tombe, donc c'est sur toute la vie. En résumé, les compétences professionnelles transversales sont des savoirs agir, donc des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être qui sont transférables, donc mobilisés dans de nombreux contextes et qui sont essentiels, donc qui sont liés à votre réussite académique ainsi que professionnelle. Donc, selon la littérature, notamment auprès de personnes qui ont diplômé, qui ont intégré le marché du travail et qui regardent en rétrospective c'était quoi leurs forces et leurs enjeux lors de l'intégration au marché du travail, mais aussi auprès d'employeurs qui ont engagé des gens qui sortaient de leurs études. Donc, quelles sont les forces et les enjeux qui ressortent? Euh, Au niveau des forces, évidemment, l'expertise scientifique qui est forte et soulevée et technique, une capacité élevée en méthode de recherche, sont aussi à temps. Mais les autres forces qu'on parle moins souvent et qui sont ressorties, c'est au niveau de l'autonomie et des capacités d'initiative, l'esprit critique et la capacité d'analyse, la créativité et l'innovation, la gestion de projet, ainsi que la communication écrite et orale. Je vais prendre une petite gorgée. Au plan des enjeux, on en a parlé tout à l'heure, mais identifier et mettre en valeur ses compétences. Donc, d'être capable de reconnaître c'est quoi nos forces, puis être capable de le vendre, notamment en entrevue. Faible connaissance des marchés du travail, aussi un réseau qui est faible en dehors du milieu académique. Donc, souvent, les gens vont me dire, ben, je sais pas, moi, après un doctorat, mis à part devenir prof d'université, je sais pas, ou après une maîtrise recherche, ben, je pourrais continuer au doctorat, ou on va passer parfois la recherche et développement en entreprise quand il y a des entreprises dans notre domaine. Mais souvent, on sait pas trop, on connaît pas les marchés, on sait pas où on pourrait appliquer. Euh, Leadership et gestion entrepreneuriale, je vais le lier avec le choc culturel. En entreprise, hors académique, les priorités sont pas dans le même ordre qu'à l'université. Par exemple, à l'université, une des valeurs très, très importantes, c'est vraiment l'excellence qu'on va viser. Tandis que en entreprise, notamment, souvent la priorité va être la rentabilité. Ça ne veut pas dire qu'on c'est pas une valeur importante, l'excellence, mais celle qui va venir au-dessus, c'est vraiment les impératifs de rentabilité. Puis ça, ben, ça va découler, ça va influencer toute l'organisation du travail. Puis parfois, il y a un choc lorsqu'on arrive à faire, OK, c'est pas la façon que je suis habituée de travailler. Aussi, il y a plus d'interdisciplinarité. Il y a des gens qui ont toutes sortes de niveaux d'études. Donc, c'est des milieux qui vont souvent être plus hétérogènes. Donc, tout ça va venir influencer sur notre façon, puis amener un certain choc qui peut prendre un certain temps avant de s'adapter.
Donc, quels sont les besoins quant aux compétences professionnelles transversales? Premièrement, valoriser les compétences acquises, donc d'être capable de les nommer, de les mettre en valeur auprès d'employeurs potentiels, d'augmenter la transférabilité des compétences acquises. Par exemple, on parlait de communication orale. Ben, je suis habituée de faire une communication orale scientifique, mais est-ce que je suis capable de transposer ça dans une communication qui est plus professionnelle, par exemple? Améliorer le niveau de la compétence, donc si le niveau n'est pas assez élevé par rapport aux attentes des employeurs, et aussi développer de nouvelles compétences. Par exemple, on parlait de compétences financières, de gestion entrepreneuriale. Ben, ça pourrait être des exemples de compétences que si vous ne les avez pas, ben, ça peut être intéressant de les développer. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Sana Bankarash pour vous parler de comment les développer. Merci Ariane. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, Mais- merci. Merveilleux. Donc là, après avoir souligné l'importance des compétences professionnelles transversales, venu le moment de discuter des approches à mettre en place pour les développer. Et quand est-ce qu'on va les développer? Alors, tout d'abord, il faut savoir que le développement des compétences professionnelles transversales commence au début de votre parcours au cycle supérieur. Il faudrait d'abord réfléchir à bâtir un réseau, à connaître les ressources disponibles et aussi bâtir son réseau, ça commence tout simplement autour de soi. C'est vrai. Parce qu'on débute souvent avec sa direction de recherche, avec son équipe de recherche, puis avec son département. Déjà, on évolue dans des environnements où chaque échange et chaque projet permet d'aiguiser des compétences clés, comme par exemple, comme l'a mentionné tout à l'heure Ariel, la communication, l'organisation ou le travail d'équipe. Ensuite, on ouvre un peu plus son horizon. Sa faculté devient aussi un espace privilégié pour des rencontres interdisciplinaires et bien sûr toute l'Université Laval avec ses multiples possibilités d'échange et d'initiatives. Mais le réseau ne s'arrête pas là, attention. À l'échelle de votre ville même, de votre province, du pays et même l'international, c'est autant des portes qui s'ouvrent sur des expériences et des perspectives nouvelles grâce à des exemples que je peux mentionner, votre participation à des conférences, à des stages d'échange et toute autre opportunité. Donc, chaque rencontre, chaque contact va enrichir votre parcours d'apprentissage. Alors, après que votre réseau est bien établi, à ce moment-là, il faudrait le transformer en un moteur d'apprentissage. En saisissant les occasions d'apprentissage qui s'offrent à vous, en mobilisant une variété de compétences dans des situations réelles, il existe une multitude d'occasions d'apprentissage offertes en parallèle de votre programme d'études qui vous permet de développer des compétences disciplinaires. Alors, ces compétences professionnelles transversales peuvent être développées par l'entremise d'activités formelles d'apprentissage, on parle d'écoles d'été, des ateliers, des formations offertes par les centres d'appui à la réussite ou des occasions d'apprentissage informel qui sont aussi tout essentielles. On parle ici des échanges au sein des groupes ou des centres de recherche, des collaborations avec des organismes externes ou alors des discussions avec vos collègues, vos encadrants et mentors. Donc, ensemble, ces apprentissages formels et informels vous permettent de mettre en pratique vos compétences, de les élargir, de les valoriser dans des contextes variés. Et c'est de là que tout prend son sens. Donc, lorsque vous prenez en main votre parcours, vous devenez pleinement acteur ou actrice de votre développement professionnel. Alors, on ne s'arrête pas là. Donc, pour continuer à progresser, il faudrait saisir et optimiser vos opportunités. Il faudrait aussi être attentive à de nombreuses opportunités qui gravitent autour de vous. Par exemple, il faut être autodidacte, adopter une posture d'autodidacte. Comment? Ben, en suivant les travaux de recherche, par exemple, le rapport émis par l'enquête canadienne auprès de la communauté étudiante à la maîtrise et au doctorat, les rapports élaborés sur le parcours professionnel des titulaires de doctorat, par exemple, à titre d'exemple, le rapport Trace qui a été produit par l'Université McGill et bien d'autres. Donc, le fait d'aller suivre ce travaux permettrait de comprendre les réalités, les tendances de la formation au cycle supérieur. Il y a aussi
aussi, une autre démarche ou une autre opportunité que vous pouvez saisir, c'est de rejoindre des communautés de personnes doctorantes. On parle, à titre d'exemple, de la plateforme From PhD to Life, Papa PhD et bien d'autres. Donc, là, le fait d'aller rejoindre ces espaces d'échange, ça vous crée des opportunités de collaboration, ça élargit votre réseau et ça vous permet de développer et mettre en pratique vos compétences professionnelles transversales. Et bien sûr, le fait de participer à des programmes de perfectionnement, comme les programmes offerts par MITAX, LACFAS, FRQ et bien d'autres, ben, favorise ce développement et élargissent votre réseau professionnel. Donc, ces initiatives sont autant des occasions pour apprendre, pour aussi collaborer et vous faire connaître et peut aussi nourrir votre parcours d'apprentissage. Et comme on l'a dit tout à l'heure ou l'a mentionné Ariane, c'est un, c'est un continuum, c'est un apprentissage en continu. Alors, après avoir bâti votre réseau, identifié certains nombres d'occasions d'apprentissage, ben, il faut adopter une posture réflexible pour identifier, reconnaître et valoriser vos acquis. Par exemple, vous pouvez tenir une sorte de journal de compétences. Vous pouvez noter à chaque session les moments clés de votre développement et vous fixer de nouveaux objectifs. Mais attention, adopter une posture réflexive, c'est aussi éviter un certain nombre de pièges. Le premier piège, c'est de vouloir trop en faire. On s'inscrit à tout, on dit oui à tout, et au final, on perd de vue l'essentiel, c'est la progression dans son programme d'études. Il y a aussi un autre piège auquel il faudrait faire attention, ne pas avoir de stratégie réfléchie. Donc, ne pas développer le plus important de soi. Dans ce cas-ci, on risque de passer à côté du développement de ses véritables priorités. Ne pas en faire assez. Qu'est-ce qu'on veut dire par ne pas en faire assez? C'est-à-dire de ne pas penser à ses compétences qu'au moment de faire votre dépôt de mémoire ou de thèse, c'est-à-dire à la fin de parcours. Là, il est souvent un peu tard pour en tirer pleinement. Donc, l'idée ici d'adopter une posture réflexive, c'est d'apprendre à trouver le bon équilibre. Pardon. Tout ce qu'on vient de voir ici, vos apprentissages, les réflexions que vous deviez mener, les objectifs que vous deviez fixer, ben, peut être consigné dans un outil simple mais très utile, ce qu'on appelle le plan de développement individuel. C'est un peu votre journal de compétences. C'est un espace où vous notez vos forces, vos progrès et vos prochaines étapes. Donc, il faut le construire étape par étape. Chacune vous aide à avancer un peu plus dans votre réflexion. Ben, tout d'abord, il faut mener un exercice d'auto-évaluation. Il faut prendre un moment pour faire le point sur vos expériences. Quelles sont vos forces, vos points améliorés, vos motivations. Ensuite, il faudrait identifier des objectifs. En quelque sorte, imaginez la suite. Comment vous vous projetez dans l'avenir, dans quelle direction vous voulez explorer, dans quelle carrière vous voulez vous retrouver, et aussi que ce soit des objectifs qui soient mesurables, réalistes en termes de temps qui vous est alloué. Alors, la quatrième étape, c'est de passer concrètement à l'action. Ce qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est participer à des occasions d'apprentissage formel, informel, des formations. Il faut vous impliquer dans un projet. Il faut chercher à optimiser et mettre en avant vos compétences à l'épreuve. Et enfin, toujours adopter une posture d'autorévision, c'est-à-dire noter vos réalisations au fur et à mesure. Ces traces, certainement, ils vous seront utiles à un moment donné. Plus tard, peut-être, pour les mettre ou les intégrer dans votre CV ou alors vous préparer pour une entrevue. Alors pour structurer cette démarche, vous n'avez pas besoin de partir à zéro, car il existe plusieurs formats de plans de développement individuel. En voici quelques exemples. Par exemple, au niveau de la page 12 du plan de collaboration de la FSP, il y a une section 14 formation complémentaire dans laquelle il y a des éléments de développement professionnel que vous pouvez discuter avec votre direction de recherche. Il y a aussi un autre exemple, le plan perfectionnement individuel qui est mise à votre disposition par les instituts de recherche en santé au Canada. Il y a d'autres plateformes comme la plateforme française DocPro et bien d'autres. Alors,
Pour continuer le développement de vos compétences, vous pouvez vous inscrire aussi aux activités offertes par la FESP. Vous pouvez choisir la formule qui vous soit la plus adaptée. Il y a des cours de séance de 1 heure jusqu'à une expérience immersive d'une session complète. La plupart des activités sont gratuites ou offertes à faible coût. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez consulter le lien qui vous sera partagé dans le clavardage. Alors, en plus de développer ces compétences, il faudrait être aussi capable de les mettre en valeur, de les traduire auprès d'un employeur pour leur donner plus de visibilité. Donc, nous vous invitons ici à aller consulter l'offre de services de développement professionnel de l'Université Laval qui met à votre disposition plusieurs ressources, soit des auto-formations en ligne pour vous aider à rédiger votre CV, préparer votre entrevue ou mieux présenter votre compétence. Alors, et aussi, il y a la possibilité de rencontrer sur une base individuelle une conseillère ou un conseiller en emploi pour vous accompagner d'une façon très personnalisée selon votre profil et vos objectifs. Les liens vont s'en trouver aussi pour accéder à ces formations dans le clavardage. Alors ici, ce sont nos références. Donc, nous terminons notre webinaire sur cette citation qui résume parfaitement le sens de notre démarche. La formation aux compétences professionnelles pour les étudiants au cycle supérieur est vraiment essentielle, voire un impératif éthique. Si les universités entendent garantir une formation complète, permettant la mobilisation de leurs connaissances et compétences, ainsi que la réalisation de leur potentiel dans une diversité de milieux professionnels. Nous vous remercions pour votre présence et espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Donc, pour celles et ceux qui vous souhaiteraient revoir la présentation, l'enregistrement du webinaire sera disponible à partir du 21 octobre sur le compte YouTube de la FESP. N'hésitez pas également à visiter notre site web qui vous a été partagé dans le clavardage. Et si vous voulez rentrer en contact avec nous, donc vous pouvez nous contacter sur l'adresse courriel communication à commercial fspulaval.ca. Sinon, vous pouvez rester pour la période de questions. Il nous fera un plaisir d'y répondre. Merci. Parfait. Donc, un grand merci, là, Ariane, et merci, Sana. On va passer à la période de questions, là. Il n'y en a pas encore qui sont dans le clavardage, là, mais vous pouvez soit écrire ou soit lever la main là, ou les poser de vive voix. Je vais réactiver vos micros dans quelques instants. Juste vous rappeler là, donc que Ariane Boivin et Sana Benkarache sont respectivement conseillères en pédagogie universitaire et agentes de recherche et de planification à la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Donc, je vais Sana, tu peux réactiver. juste arrêter ton Ah. partage, merci. Donc, vous pouvez réactiver là, c'est ça vous-même le son et le micro. OK, on a une question. Donc, on nous dit, Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai réalisé à la fin qu'il était possible de faire des stages en milieu professionnel pendant les études de troisième cycle. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus, s'il vous plaît? Veux-tu, j'y vais, Sana, ou peu importe? Donc, ben oui, tout à fait. Donc, c'est possible. C'est un stage de 3 crédits qui est non contributoire. Donc, c'est pas dans votre programme d'études, mais c'est reconnu dans votre relevé de notes. Et c'est en collaboration avec le service de développement professionnel. Donc, c'est Catherine Marquis, qui est la conseillère là, en emploi, qui est responsable du stage. Il existe aussi sur YouTube, peut-être que Dominique sera capable de nous trouver le lien et de le mettre dans le clavardage. Il existe une séance déjà d'information sur le stage pour en apprendre davantage. Mais c'est vraiment une très belle option pour les gens qui veulent explorer les options en dehors du milieu universitaire. Donc, je vous invite fortement d'en prendre part. Puis Catherine aussi là, est disponible par la suite là, si vous voulez prendre rendez-vous avec elle pour en connaître davantage. Parfait, ben merci Ariane. En fait, ça me permet justement de, de vous mettre le lien vers notre section web diffusion où sera justement diffusée la présente séance. Donc, si vous voulez écouter celle sur le stage professionnel qui date de l'automne passé, je le mets tout de suite donc dans le clavardage. Quelqu'un nous dit ne pas comprendre l'importance de développer son réseau. Est-ce que c'est juste ajouter des dizaines de milliers de personnes sur LinkedIn à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un? À quoi ça sert exactement?
Je peux répondre à cette question, Ariane. En fait, l'objectif de bâtir un réseau, c'est pour accéder à de nouvelles opportunités de carrière. Peut-être il y a des offres d'emploi ou des débouchés de marché de travail qui sont inaperçus, qu'on ne voit pas. Peut-être ça serait une occasion aussi de rencontrer un employeur, lui partager un CV, échanger avec lui. Donc, le fait d'aller élargir son réseau, c'est aussi important, oui, d'agrandir sa communauté sur LinkedIn, mais aussi pour aller à l'encontre des gens qui seront intéressés par votre profil et éventuellement trouver une offre d'emploi. Merci. Peut peut-être compléter si tu le permets. Donc, ici, c'est vraiment, on vise plus la qualité que la quantité. Donc, si vous êtes sur LinkedIn, vous avez tous et toutes déjà eu ça, des demandes de connexion de gens que t'es comme, je t'ai même jamais rencontré. Est-ce que ça peut avoir un impact positif? Peut-être, mais où ça a un impact plus positif, c'est quand on crée de vrais liens avec les gens. Et je vous invite notamment, Sana a présenté là, Papa PhD qui parle beaucoup de ce réseautage-là. Donc, il y a un podcast, entre autres, qui parle de cette importance-là, de comment le créer. On peut faire aussi des petites entrevues avec les gens. Donc, on peut élargir nos horizons, connaître. Tu sais, c'est oui pour un CV, pour intégrer, mais aussi pour juste euh, avoir d'autres perspectives parfois que ça peut nous apporter. Donc, je vous invite là, peut-être à aller voir ces ressources-là pour en apprendre davantage sur comment développer notre réseau, puis surtout un réseau qui va être de qualité. Merci beaucoup, Ariane. Quelqu'un nous demande là, comment donc postuler à une offre d'emploi en mettant en valeur ses compétences transversales alors que le plus souvent les conditions sont déjà définies par l'employeur. Si je peux me permettre de commencer à répondre, en fait, dans une offre d'emploi, euh, on mentionne un certain nombre d'habilités et de compétences. Par exemple, gestion de projet, vous l'avez mentionné tout à l'heure comme une compétence transversale. Les entrevues présentement se déroulent par une en situation. Donc, l'employeur, ça serait difficile pour lui, par exemple, d'expérimenter ou d'évaluer votre degré de travail en équipe. Donc, c'est à vous de le mettre en avant. Le fait de mentionner dans un CV que vous avez travaillé sur X nombre de projets, Y nombre d'équipes de travail, ben, ça sous-entend que vous détenez cette habilité-là, et que vous êtes capable à la mettre à disposition auprès d'un employeur. J'espère que ça répond à votre question. Puis peut-être encore une fois en complément, là, si par exemple vous allez dans l'auto-formation qu'on a partagé tout à l'heure là, du service de développement professionnel, dans leur modèle de CV, il y a une section pour mettre de l'avant ce type de compétences-là. Donc, ça peut vous faire là, un modèle sur lequel là, vous pouvez démarrer votre réflexion. Parfait, on a une nouvelle question. Donc, est-ce que au Canada, les employeurs reconnaissent davantage les gens ayant eu un doctorat que les personnes qui se sont arrêtées à la maîtrise? Est-ce que c'est vrai que les doctorants sont mieux payés? Donc, je peux débuter ou si tu voulais y aller, Sana. Donc, ben, en fait, ça va être très variable d'un employeur à un autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs offres d'emploi qui vont afficher, qui demandent explicitement une maîtrise, ce qui n'est pas le cas avec le doctorat. Peu d'emplois vont exiger un doctorat. Donc, il f- parfois, certaines entreprises, surtout celles qui ont peu engagé de personnes titulaires d'un doctorat, peuvent avoir certains préjugés qui sont trop spécialisés, qui sont déconnectés, qui seront pas capables de travailler avec les autres, qui vont coûter cher, puis qui n'auraient pas de vraies expériences de travail versus quelqu'un qui aurait été à la maîtrise et qui travaillerait depuis 3 ans, par exemple. Donc, oui, ça existe, ce côté-là de préjugés, puis c'est pour ça que c'est important de mettre de l'avant les compétences qu'on a développées durant notre doctorat, parce que parfois, le mot seul, les entreprises qui sont habituées, on en connaît quelques-unes qui viennent régulièrement là, dans les événements dédiés au cycle supérieur, eux connaissent la plus-value. Mais c'est surtout dans les milieux qui en ont peu engagé que la plus-value, il faut être capable de le mettre en mots de manière très explicite parce que juste le mot doctorat n'est pas toujours suffisant pour l'employeur pour comprendre ce qu'il y a derrière ce diplôme-là.
Si je me permets d'ajouter, Oui. Ariane, je rebondis surtout sur le terme que c'est très variable. Il y a des visions stéréotypées du doctorant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'après la littérature, le taux de chômage des doctorants est très faible. Et aussi, le profil de doctorant permet de contribuer à la recherche et développement des pays. Et le Canada demeure dans un, je pense, au meilleur de mémoire, c'était 14e, occupe le 14e rang sur les pays d'OCDE en matière de recherche et développement. Donc, le profil, autrement dit, nous avons encore besoin des profils de titulaires de doctorat pour contribuer à la recherche et développement. Et la preuve, c'est la crise sanitaire qui a comme débalancé notre vie. Il fallait faire beaucoup de recherches. Donc, ce genre de profil permet au pays de se positionner en matière de recherche et développement parmi leurs pairs. Merci. Merci à vous deux. On aurait une question de vive voix, donc j'invite Maude Druet à activer son micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, on vous Oui, entend. merci beaucoup pour votre présentation. En fait, il y avait deux réactions, questions à vous poser. La première, c'est que moi, je suis en co-tutelle entre l'Université Laval et l'Université Paris-Cité en France. Et en fait, je trouve qu'il y a quand même un coût d'entrée au doctorat, c'est-à-dire qu'on met quand même plusieurs années à comprendre comment fonctionne le champ universitaire, enfin, avec ses hiérarchies, avec ses opportunités, avec la phase, enfin, voilà, les opportunités de publier, de participer à des journées d'études, de participer aux vies des laboratoires. C'est d'ailleurs pas la même chose forcément entre le Canada ou le Québec et la France. Et donc, du coup, en fait, moi, j'ai l'impression, là, je suis dans ma quatrième année de thèse, de commencer à comprendre vraiment ce qui se joue dans ce champ universitaire-là. Et c'est vrai que de me dire, et en fait, sortir de ce champ universitaire me semble être en fait un autre coût tellement élevé. Parce que pour comprendre déjà ce qui se passait là, ça a été difficile. Du coup, je voulais savoir si, alors vous avez un petit peu répondu, mais si vous pourriez nous donner des clés d'entrée finalement un peu faciles euh, en dehors de l'université. Voilà. Et puis la deuxième chose, voilà, c'est pareil, c'est un peu un commentaire question, c'est qu'on est tellement sollicité quand on fait un doctorat et on a des vies tellement, déjà, on est en train de courir après le temps. Moi, j'ai en plus un enfant. Enfin, voilà, c'est compliqué, je trouve, de trouver aussi un moment pour se poser et faire le plan dont vous avez parlé. Est-ce que vous pourriez juste donner je sais pas, peut-être un tips ou voilà, là, c'est en termes de gestion du temps et de trouver aussi un moment pour faire ça concrètement parce que on comprend à quel point c'est important, mais voilà, ça te semble aussi un peu difficile, j'avoue, à mettre en œuvre. Merci beaucoup en tout cas. Je peux me lancer. Je trouve ça super intéressant, votre intervention. Puis, effectivement, on est toujours dans la contrainte du temps, du temps, du temps. Euh, Par contre, aussi, on est dans la contrainte de la motivation. Est-ce qu'on est motivé à poursuivre ses études? C'est quand même un grand défi quand on est au cycle supérieur de pas perdre cette flamme-là, puis le pourquoi on le fait. Puis, je crois que de s'asseoir pour faire son plan de développement individuel, c'est aussi d'avoir cette vision-là, puis de se rappeler où on veut aller, puis de le faire d'une manière stratégique sans se sentir comme sur un bateau, là, puis il y a de la vague, puis moi, je contrôle pas la direction où je m'en vais. Fait que quand on le fait d'une manière qui est consciente, qui est choisie, ben, c'est peut-être plus facile de savoir, non, ça, je vais pas par là, ça, je vais là, ça, comment on le fait. Après ça, dans le concret, il n'y a pas de méthode magique, il faut le planifier à son agenda. Il faut se bloquer. OK, c'est quand j'aurai du temps, dans un mois, dans 2 mois, peu importe. Cet après-midi-là, c'est bloqué, peu importe ce qui arrive, c'est là que je vais le faire. Puis prévoir tout de suite à son agenda à la fin de la session, au début ou à la fin de chacune des sessions, un moment qui est bloqué dans notre agenda, puis que là, on fait le bilan. Parce que il n'y a pas de façon magique de le faire si on n'est pas
assis, qu'on l'écrit pas, on n'est pas conscient, on est très sur le pilote automatique avec toutes les deadlines, puis toutes les demandes, puis là, on perd aussi le sens de pourquoi on fait ça. Donc, vraiment, là, de reprendre le contrôle sur notre trajectoire, puis d'y aller avec ses valeurs, avec ce qu'on désire personnellement, soit pas le trajet d'une autre personne, pas le trajet que votre direction de recherche trouve que vous devriez prendre, votre direction à vous. C'est quoi votre point? Fait que je pense que c'est essentiel. Puis oui, ce moment-là d'arrêt prend du temps dans l'agenda, mais au final, ça fait du bien. Puis si je prends une demi-journée parfois pour faire une formation, participer à une activité, on va souvent voir qu'on va revenir avec une nouvelle énergie, puis on va pouvoir intégrer ces compétences-là aussi dans la réussite de notre projet d'études. Donc, je pense que vraiment la planification, c'est la clé. Puis d'ailleurs, les IRSC ont fait une évaluation au niveau du post-doctorat, des stagiaires post-doctoraux, mais ils ont vu vraiment une efficacité dans le plan de développement individuel avec davantage de publications, mais surtout davantage de satisfaction envers son parcours. Puis moi, c'est vraiment le point que je trouve le plus important, c'est qu'on soit satisfait de ce qu'on fait, puis qu'on a l'impression qu'on va où on veut aller. Oui, si je me permets, Ariane, d'ajouter, en fait, l'objectif, c'est pas de se rajouter une pression de plus en mettant en place un IDP, un plan de développement individuel. Je donnerai un exemple pratico-pratique. Mettons donc qu'on sait qu'à la fin du parcours doctoral, ben, on est amené à présenter notre travail de recherche. On parle ici de la compétence communication orale. Donc, dans mon plan de développement individuel, ben, je pourrais mettre à participer à toutes les rencontres d'équipe et présenter mon travail. Donc, ça serait une opportunité pour m'entraîner. Cibler une conférence, ben, ça serait une opportunité pour présenter mon travail, donc peaufiner mes habiletés en communication et aussi aller rencontrer du monde. Donc, dans la mesure du possible. Tout à l'heure, on mentionnait dans la présentation, il faudrait éviter un certain nombre de pièges, de trop perfectionner et de mettre la barre très haut. Donc, et ça, d'après mon expérience, le fait à rencontrer des titulaires des étudiants qui étaient aussi supérieurs maintenant qui sont sur le marché d'emploi, ben, la plupart disent, en plus de ce qui a été mentionné dans l'étude que Ariane mentionnait de l'IRSC, c'est-à-dire plus on planifie à l'avance notre carrière professionnelle, mieux l'insertion au marché d'emploi se fait plus rapidement. Donc, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. On avait une question peut-être d'ordre plus général, là. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un là, qui se demande en fait s'il est préférable de faire un doctorat ou pas, à qui s'adresser à l'université, s'il vous plaît? Tout à l'heure, on vous a mis le lien vers les webinaires. On a un Faire le saut au cycle supérieur, est-ce pour moi? Donc, ça va aborder ces différentes questions-là déjà de base. Donc, en allant sur notre site, là, on a déjà plusieurs webinaires, partir du bon pied au cycle supérieur aussi. Donc, il y a différents webinaires qui ont déjà eu lieu sur ces thématiques-là qui peuvent vous aider. Sinon, après ça, ben, c'est de voir parfois là, vos conseillers, conseillères d'orientation là, dans votre champ disciplinaire qui peuvent aussi là, vous soutenir dans ça. Parfois, on en parlait, bon, je voyais l'exemple là, d'une personne qui est à la maîtrise, est-ce que le doctorat, ça pourrait être pour moi? Donc, c'est aussi là l'importance du réseau. Donc, on peut en discuter avec notre direction de recherche, mais aussi avec des gens qui sont doctorats dans notre domaine d'études. Quelle est la plus-value qu'ils et elles voient? Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle trouve les avantages, les désavantages, donc ça va vous permettre de mieux vous orienter. Merci. On nous demande aussi à quel point les projets de l'association étudiante ou les implications sociales sont valorisantes là, du point de vue des employeurs. Ça démontre le fait d'être membre d'une association, ben, ça démontre en employeur qu'on a une implication sociétale, qu'on participe à la vie citoyenne, et aussi ça a des retombées aussi pour l'employeur, mais ça a des retombées à court terme. L'idée qui me vient à l'esprit, c'est l'association de l'Université Laval, la PAPUL, non, je m'excuse, j'ai oublié le nom, Ariane, peut-être que tu te rappelles, l'asso parental en tout cas. Ben, elle aborde les aspects de conciliation, études, famille, travail. Donc, pour des étudiants inscrits au cycle supérieur, ça serait une belle opportunité, par exemple, de faire partie. Je donne juste un exemple. Il y en a quand même de belles associations à l'échelle de l'Université Laval. Donc, ça permet d'une part de concilier entre vos études, votre famille, si vous avez un travail à côté, et aussi d'être un acteur sociétal.
En espérant que ça répond à votre question. Merci. Merci. On nous demande est-ce que ça pénalise la personne sur le marché du travail le fait qu'elle n'ait pas un réseau professionnel développé? Ça pénalise pas en tant que tel. Je veux dire, l'employeur va pas dire, ah, t'as un faible réseau, je vais pas t'engager. Par contre, de manière indirecte, ça peut nuire. Donc, d'avoir un réseau, ça permet d'avoir davantage d'opportunités, mais aussi de mieux connaître où on met les pieds. Donc, souvent, il va y avoir des compétences politiques un peu dans les milieux, dans le sens pas politique de fédéral ou municipal ou etc., mais juste dans les organisations, puis entre organisations. Donc, quand on connaît un peu les autres, les réactions, les façons de faire, bon, on a une adaptabilité qui est aussi plus grande. Donc, c'est un plus. Mais l'employeur, généralement, là, à moins de certaines professions spécifiques, là, va pas exiger qu'on ait déjà un réseau. C'est le réseau qui va nous servir plus pour nous personnellement. Parfait. Si on revient en fait au cours là, de développement des compétences transversales, on nous demande est-ce qu'il y a des cours crédités à la maîtrise dans l'optique de développer ces compétences-là? Pour le moment, nous n'offrons pas de cours crédités, c'est essentiellement réservé aux étudiants de doctorat, mais on a vraiment une belle offre de formation non créditée. Et c'est des formations qui peuvent aller de une demi-journée jusqu'à une retraite de 3 jours. Je donnerai l'exemple, l'année passée, on a offert une formation de une journée sur la communication orale pour lesquelles les étudiants inscrits en deuxième cycle pouvaient participer aussi. Donc, je vous inviterai à aller consulter notre offre d'activités pour cette session. Comme ça, vous allez trouver un certain nombre d'activités qui sont destinées au deuxième cycle aussi. Merci, là, le temps file. Peut-être une dernière question, là. On nous demandait est-ce que vous pourriez donner des exemples ou des retours par rapport au choc culturel que certaines personnes vivent quand elles sortent de l'université? Oui, tout à fait. Ben, je peux donner un exemple. Dans la région de Québec, il y a beaucoup de services conseils. On fait du conseil scientifique. Donc, parfois, on va arriver, on va être engagé par une boîte, une firme qui fait du conseil. Et là, ben, le client, là, lui, il veut la réponse pour hier. Mais c'est une question qui est complexe, qui, selon notre perspective, universitaire, ben, demanderait peut-être un an de recherche. Mais dans les faits, pour une question de coût, mais aussi du fait que le client veut une réponse rapide, peut-être qu'on aura une semaine pour répondre à la question. Donc, ça peut être très bouleversant au départ de dire, ben non, moi, je dois lire énormément sur le sujet, je dois creuser la question, je peux pas donner un avis sur un coin de table parce que notre, notre seuil, notre niveau d'excellence, pour nous, on recherche l'exactitude puis se rapprocher de la vérité le plus possible. Mais le client, en même temps, qui demande son avis pour dans une semaine, là, il sait que vous n'allez pas faire l'équivalent d'une thèse de doctorat sur le sujet qu'il vous a demandé. Mais déjà, en une semaine, avec les compétences que vous avez, vous allez quand même pouvoir débroussailler les choses et le client va quand même en avoir une meilleure idée d'où il met les pieds puis pouvoir prendre des décisions en conséquence. Donc, ça peut être vraiment un choc de faire le temps qu'on a pour peaufiner, améliorer, pour lire la littérature est souvent réduit. Puis selon la nature de notre travail, selon les clients, selon l'entreprise, ça peut être plus ou moins réduit, pardon. Mais souvent, ce rythme-là qui fait qu'on peut avoir l'impression de tourner les coins ronds peut être perturbant au départ. Donc ça, c'est un choc qui est souvent mentionné. Puis aussi le choc de collaborer avec des gens qui ont vraiment des horizons très, très divers, des formations qui sont très diversifiées. Donc, on est habitué de travailler en étroite collaboration avec des gens qui sont issus de notre domaine et qui ont des formations qui sont similaires aux nôtres. Donc, ça aussi, ça peut être des exemples. Là. Il y en existe beaucoup d'autres, mais des exemples qui sont fréquents de chocs culturels qu'on peut vivre. Donc, j'espère que ça arrête. Si tu le permets, Ariane, j'aimerais juste ajouter que le choc culturel est généralement une phase très courte. Pourquoi? Parce que les étudiants de cycle supérieur sont connus pour leurs compétences d'adaptabilité. La preuve, c'est que vous travaillez sur un nouveau projet, donc vous êtes capable de vous adapter. Donc, aussitôt que vous connaissez, que vous êtes en courant de la culture du milieu
du milieu dans lequel vous allez travailler, ben, le choc culturel va commencer à s'atténuer jusqu'à disparaître. Donc, merci en espérant que ça répond à votre question. Ben, merci beaucoup donc à nos conférencières. Je me permets là, Ariane et Sana de mettre donc aussi les adresses de la bibliothèque de l'Université Laval et le Centre d'aide à la communauté étudiante qui ont aussi des offres de formation là, qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc, on vous remercie énormément d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions, d'autres questions pour suivre la discussion, là, j'ai mis donc l'adresse de la FESP dans le clavardage. N'hésitez absolument pas à nous écrire, ça nous fait toujours un grand plaisir de vous lire. On est heureux là, d'avoir vos connaissances de vos expériences, là, de vos questionnements. Donc, vraiment là, à utiliser sans modération, écrivez-nous. Sinon, ben, une très belle journée à vous. Donc, la webconférence est maintenant terminée. On vous remercie d'avoir été des nôtres. Bonne journée. Bonne journée, merci énormément de votre présence. Au revoir.